Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro des Décrypteurs. Alors que nous fêtons aujourd'hui, ce 25 juin, le 10e anniversaire de la disparition de Michael Jackson, que reste-t-il du roi de la pop 10 ans après sa disparition? Quel héritage artistique a-t-il laissé? Les accusations de pédophilie ont-elles fini par fracasser le mythe? Et les fans, comment parviennent-ils à maintenir et à préserver l'image de leur idole? On répondra à toutes ces questions en présence de nos invités, Isabelle Petitjean, musicologue, Léna Nuto, grand reporter au Figaro, et Richard Lecoq, fan et spécialiste de Michael Jackson. Et je m'adresse à vous maintenant, vous pouvez réagir évidemment tout au long de cette émission, nous faire part de vos commentaires et de vos questions en utilisant les réseaux sociaux du Figaro et en utilisant Twitter. Sur cette plateforme, je vous propose de répondre à la question suivante. Aimez-vous encore écouter Michael Jackson? Vous répondez par oui ou pas non. Hashtag Figaro Live, hashtag les décrypteurs. À tout de suite. Bonjour Isabelle Petitjean. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui dans l'émission. Vous êtes musicologue et auteur d'une thèse de doctorat sur Michael Jackson. À ce titre, vous êtes la première à vous être penchée sur les ressorts profonds qui ont fait de Michael Jackson le mythe qu'il est devenu, pourquoi et comment il a pu rassembler autant de fans dans le monde entier. Alors musicalement, Isabelle Petitjean, son succès explose avec l'album Thriller en 1983. Comment ce disque a-t-il révolutionné la musique à l'échelle mondiale ? Son succès est déjà antérieur. Il y a eu un premier succès d'enfant star à Motown et Off the Wall a été déjà également une grosse démarcation par rapport à sa première carrière. C'est vrai que Thriller va représenter un pic énorme de célébrité, va l'installer un peu comme un artiste multimédia avant l'heure. C'est une œuvre qui va encore plus loin que les précédentes dans sa quête d'égalité à tous les niveaux, et donc d'égalité musicale, d'égalité d'esthétique, de style qu'il emploie, de manière à coller à son idéal personnel, mais également finalement à coller à l'étiquette de la pop musique, qui est une musique très éclectique et qui touche avec le courant dominant, un grand public. Donc il va avoir effectivement un succès en norme en jouant entre le R&B, le heavy metal et bien sûr à cette œuvre qu'on peut d'ailleurs dans son ensemble, une œuvre qui pourrait se suffire à elle-même tant elle est qualitative. Il va rajouter cette dimension visuelle, puisque c'est un artiste visuel, en érigeant le clip vidéo qui était jusque-là un support promotionnel en une véritable œuvre. Et puis, il y a tout ce qui touche à MTV, c'est l'époque également de l'émergence de cette chaîne à laquelle il va contribuer, dont il va, comme tout le monde le sait, repousser les frontières coloristes. Voilà, donc Michael Jackson, c'est un artiste qui se veut fédérateur, qui est multifacette et qui assume son côté multifacette. Alors, il est le premier aussi musicien noir à acquérir une célébrité internationale et à transcender, on va dire, les barrières, stéréotypes et préjugés qui avaient fait jusqu'alors les limites des artistes afro-américains. Un artiste hostile qui a refusé, on va dire, tous les cloisonnements. C'était une volonté calculée de sa part, une stratégie mise en œuvre par Michael Jackson? Je pense qu'on pourrait prendre ça, vu de l'extérieur, comme une simple stratégie. Je crois que c'était vraiment sa réelle nature. C'est un enfant des droits civiques, c'est un enfant de la communauté noire pour laquelle le dépassement, l'instruction, le dépassement également par l'instruction est une donnée fondamentale. La gestion de l'image également d'une manière séculaire, ils ont toujours eu à travailler avec cela et à devoir aller encore plus loin. Donc j'ai envie de dire que à la fois, c'est dans sa personnalité, parce que c'était un enfant travailleur, un enfant curieux, quelqu'un qui était jusqu'au boutiste. C'est également lié à son appartenance communautaire qui véhicule également cette image de dépassement. Et puis, évidemment, ça coïncide très bien avec les attentes du marché et avec, encore une fois, ce courant pop. Donc, toutes les coïncidences font que Michael Jackson est une personnalité unique et que ce succès est vraiment hors norme à cette époque. Alors, son côté unique, justement, il a permis de gommer, on va dire, la question raciale, on vient de le voir. Ça aurait été possible sans justement ces transformations radicales qu'il a fait subir à son physique, le blanchiment de sa peau, le changement radical de son visage? Je pense que cela a eu un impact. Ces événements sont arrivés un peu après. Sa musique était déjà éclectique avant, mais c'est vrai que la superposition entre son évolution d'apparence et sa musique très diversifiée fait que l'on s'est posé beaucoup de questions et on lui a attribué à tort une volonté
stratégique de vouloir mettre en conformité la couleur de sa peau ou un reniement communautaire ou je ne sais quelle fable avec sa musique, ce qui aurait été complètement ubuesque et préjudiciable. En fait, il se trouve que là aussi, ça fait partie des particularismes historiques de cet individu, c'est que finalement, il a eu des contingences médicales et de santé qui, quelque part, par la gestion qu'il en a faite, parce qu'il aurait pu également, comme la plupart des personnes qui sont atteintes de vitiligo, choisir de continuer à se maquiller en brun, ce qu'il faisait les premières années, mais étant lui-même une icône et ayant une vision de la mégastar qui devait être un peu mythologique, archétypale, il n'entendait pas ni se montrer à nu, ni laisser les maquillages fondre. Donc c'est vrai que les stratégies médicales qu'il a utilisées font que cet éclaircissement de teint, qui n'est pas un blanchiment, ont suscité toutes ces polémiques, ces questionnements, ces accusations de reniement. Et du fait de ces conversations autour de ce sujet-là, on a vraiment mis en lumière cet aspect. En tout cas, il a pointé du doigt, je crois, la persistance du racisme et des cloisons raciales en Amérique, essentiellement. Revenons à son héritage artistique. L'homme qui a fait aussi son succès, c'est un personnage qui est très connu de la part des fans et des amateurs de Michael Jackson, c'est Quincy Jones. Est-ce que le succès de Michael Jackson aurait été celui-là, aurait été de cette ampleur-là, si Quincy Jones n'avait pas travaillé sur les albums qui ont fait le succès de Michael Jackson ? Il aurait été différent. Est-ce qu'il aurait été mieux ou moins bien? C'est très compliqué de spéculer là-dessus. Certes, il aurait été différent. L'apport de Quincy Jones est fondamental. Oui. Quincy Jones, c'est un homme qui vient du monde du jazz, qui lui a permis également de rencontrer Bruce Swedion. Bruce Swedion, qui est son ingénieur du son pendant 30 ans et qui va quand même être à l'origine de cette signature sonore intimiste et très pure de Michael Jackson. Donc, toute cette carrière aurait été différente sans la rencontre avec Quincy Jones, qui date d'ailleurs bien avant 1979. Et Bruce Swedion. Donc même si Michael Jackson ensuite a changé régulièrement d'équipe et a su maintenir, en dépit des diversités de ses collaborateurs, une signature unique, l'impact de Quincy Jones est tout à fait important. Est-ce qu'on peut dire qu'il a transcendé le talent de Michael Jackson ? Il l'a porté certainement, oui, je pense transcendé peut-être c'est un peu fort, mais en tout cas il l'a porté plus haut, il lui a montré des chemins, il lui a ouvert des voies. Mais on a tendance beaucoup à parler de Quincy Jones comme s'il était un petit peu le mentor exclusif. Oui. On oublie aussi de dire que Michael Jackson était aussi celui qui composait les chansons, y compris sur Thriller. Il était aussi celui qui arrangeait. Donc Quincy Jones est une grosse pierre à l'édifice, mais Michael Jackson n'est pas un pantin. Oui. Je tiens quand même à le souligner parce qu'on a tendance un petit peu à schématiser souvent les choses sous cet angle. Alors la musique de Michael Jackson, elle fait encore référence pour bon nombre et elle inspire énormément d'artistes aujourd'hui contemporains. Aux États-Unis, on pense à Justin Timberlake, à The Weeknd ou encore Bruno Mars. Puis en France, plus récemment, on pense à Chris, anciennement appelé Kristen de Queens. Comment vous expliquez cette longévité de la musique de Michael Jackson par-delà les années, par-delà les modes ? Parce que Michael Jackson n'a pas pensé sa musique dans un instant mode. Michael Jackson, c'est quelqu'un qui a toujours été de l'avant, mais qui a toujours respecté les traditions. Même sa manière d'enregistrer, sa manière de composer va toujours regarder vers le passé, toujours ce grand respect pour les anciens, et en même temps essaie d'aller de l'avant. Sa musique est quand même globalement intemporelle. Elle n'est pas marquée par des phénomènes de mode. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, nous sommes encore tous de cette génération qui l'avons connue, même encore les plus jeunes des artistes que l'on connaît. Donc, ils ont forcément cette empreinte ou ces vestiges, en tout cas, de l'avoir vu ou entendu. Et puis, on est quand même dans une politique depuis une bonne quinzaine d'années dans laquelle l'industrie du disque surfe sur la nostalgie. Oui. Où on est quand même, pour les jeunes d'aujourd'hui, moi qui suis professeur, mes élèves de 15 ans écoutent les années 80 d'une manière tout à fait naturelle, alors que pour moi qui était des années 80, les années 70, c'était de la musique vraiment très marquée. Oui. Voilà. Donc il y a vraiment un abattage des générations et puis des époques qui est, je crois, évolue par l'industrie du disque de manière à pouvoir continuer à produire et à engranger par rapport à ses œuvres, et en même temps une intemporalité très claire de la musique de Michael Jackson, qui a été voir beaucoup plus loin, donc qui est encore d'actualité et qui s'est suffisamment assis sur les grands maîtres pour pouvoir sortir de la mode, simplement. Merci beaucoup Isabelle Petitjean pour ces éclairages. On vous retrouve tout à l'heure pour les questions des internautes. Écoutez-vous toujours, écoutez-vous encore la musique de Michael Jackson? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui sur Twitter. #Figaro Live, #Figaro Live, #les décrypteurs. On attend vos réponses et on verra ce que vous avez répondu tout à l'heure dans la seconde partie de cette émission.
Bonjour Léna Luto. Bonjour. Merci d'être avec nous en plateau dans Les Décrypteurs aujourd'hui. Vous êtes grand reporter au Figaro. Il est encore rentable, Michael Jackson, aujourd'hui? Il est extrêmement rentable. C'est le premier artiste mort rentable selon le classement de Forbes, loin devant Elvis Presley et Marilyn Monroe. Alors, on s'interroge évidemment, 10 ans après sa mort, les scandales dont il a été l'objet concernant les accusations de pédophilie, encore récemment dans un documentaire qui a été diffusé à l'étranger et en France. Ces accusations, ces scandales n'ont pas entaché, on va dire, le succès de Michael Jackson? Non, ces scandales n'ont pas entaché le succès de Michael Jackson. Il vend toujours autant de disques. Personne n'a arrêté de l'écouter à la radio. Les billets pour ses shows à Las Vegas comme à Londres, comme celui qui va arriver à Paris fin novembre, se vendent très bien. L'exposition d'art contemporain qui lui est consacrée, elle continue à tourner dans le monde. Elle va aller à Tabonne, elle va ouvrir en Finlande. Donc tout va bien de ce côté-là. Alors comment on l'explique justement que ces accusations de pédophilie qui ne remontent pas d'ailleurs à cette année et le documentaire Living Neverland, ça remonte à 93 pour les premiers scandales, 2005 un énorme procès aussi, et puis donc plus récemment ce documentaire. Comment on explique que le succès de cet immense artiste n'ait pas été fracassé, on va dire, par ces scandales gravissimes? Alors, il n'a pas été fracassé. Maintenant, il faut quand même bien noter que pour les 10 ans de l'anniversaire de sa mort, il y a quand même quelque chose de pas normal. C'est un anniversaire fantôme. On devrait avoir des émissions de télé dans le monde entier qui lui sont consacrées. On devrait avoir des sorties de compiles. On devrait avoir des unes de magazines. Et en fait, tout le monde est extrêmement low profile, comme disent les Américains, parce qu'il y a toujours un procès qui va démarrer au début de l'été en Californie. Les deux mêmes accusateurs dans le Living Neverland, font appel. Donc la fondation de Michael Jackson, l'estate qui gère sa carrière, a demandé à tout le monde de rester extrêmement discret. Ce procès, justement, dont vous parlez, c'est encore un procès qui va évidemment mettre en avant les scandales liés à Michael Jackson. Ils vont faire de nouveau la une des médias. Quelles conséquences vont avoir ces médiatisations de nouveau de ces deux personnes qu'on voit du coup dans le documentaire Living Neverland? Moi, je pense que les médias, en tout cas, attendent de voir ce que vont décider les juges. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils attaquent de nouveau, parce qu'ils partent du principe... Donc, Michael Jackson est mort, donc on ne peut plus l'attaquer, mais ils partent du principe que les sociétés de Michael Jackson existent toujours, sont gérées par l'estate, et que les salariés de ces entreprises servaient d'entremetteurs entre les petits-enfants, les familles, et Michael Jackson. Donc, c'est ça le biais qu'ils ont trouvé. Maintenant, on va voir si la justice américaine, ce qu'elle va en penser. Si elle condamne Michael Jackson à titre posthume, est-ce que ça marquera le clap de fin, on va dire, pour l'image de Michael Jackson et puis finalement son héritage artistique? Oui, là, ça serait, je pense, une catastrophe. Bon, on n'en est pas là parce que les deux accusateurs ont quand même défendu bec et ongle Michael Jackson lors des précédents procès. Donc, leur attitude vis-à-vis de la justice américaine, c'est un petit peu compliqué aux États-Unis. Je vous rappelle, vous n'avez pas le droit de vous mentir au juge. Donc, moi, je suis assez pessimiste sur l'issue du procès. Vous êtes pessimiste sur l'issue du procès? Non, c'est-à-dire que je pense que Michael Jackson ne sera pas condamné. Donc il sera de nouveau blanchi, on va dire, de ces accusations, du fait de l'ambiguïté toujours qui réside dans les faits et dans les propos des accusateurs. Mais il y a un risque, et c'est pour ça que la Fondation demande à tout le monde d'être extrêmement discret. Alors, au sommet de sa gloire, Michael Jackson, fin des années 80, début des années 90, on le voit, il se promène avec des enfants autour de lui constamment, mais pourtant, la famille est là, les fans sont là, les médias assistent à cette espèce d'attitude assez particulière, mais personne ne se pose de questions. Oui, quand on regarde le documentaire de Dan Reed, que personnellement j'ai trouvé excellent, Dan Reed montre justement à quel point les enfants sont là et personne ne dit rien, des femmes de ménage, aux managers, aux producteurs. Et ça, c'est parce que Michael Jackson se présentait, et les médias le présentaient aussi comme un Bambi, comme un garçon extrêmement brillant qui avait eu une enfance très difficile. Et donc, oui, il était encore adolescent, il voulait jouer avec les enfants, rattraper son enfance perdue. Mais est-ce que c'est véritablement un naïf pur, Michael Jackson, du fait justement de l'entretien de cette image d'enfant maltraité qui est resté dans le monde de Peter Pan, ou c'est finalement un puissant prédateur très manipulateur et qui sait parfaitement ce qu'il fait? C'est l'un ou l'autre. Soit il était extrêmement naïf, soit c'est un prédateur absolument atroce. Comment on explique qu'il n'ait pas été
balayé du revers de la main, que sa carrière n'ait pas été achevée, comme c'est le cas pour Bill Cosby, comme c'est le cas pour R. Kelly, accusé également de viol et de pédophilie, ou même Harvey Weinstein, dont les carrières sont finies aujourd'hui. Oui, mais Michael Jackson, il est mort. Et donc, ça change tout. Et il ne peut plus se défendre. Donc, je pense que ça change tout. Et puis, la justice l'a blanchi. Donc, là, par exemple, moi, je pensais qu'après le documentaire de Dan Reed, je pensais, et lui-même, le réalisateur le pensait, qu'il y aurait beaucoup d'autres grands garçons aujourd'hui qui qui sortiraient de l'ombre et qui témoigneraient. Et en fait, il n'y en a pas eu. Combien pèse l'empire Michael Jackson aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est 500 millions de dollars de profit pour les States. C'est-à-dire les deux hommes d'affaires de Michael Jackson ont fait un travail absolument formidable parce que quand il est mort, il avait 500 millions de dollars de dettes. C'était un artiste extrêmement endetté qui finalement courait après le renflouement de ses caisses en envisageant des tournées ou des sorties d'albums. Comment il a pu être ruiné à ce point avant que cette fondation réussisse à remonter ses finances, on va dire ? C'était un big spender, comme disent les Américains, et il dépensait à tout va, et puis il était entouré de plein de piques-assiettes. Donc en fait, quand il est décédé et que les deux hommes d'affaires ont repris l'estate en main, vous n'aviez plus cette personne qui dépensait trop d'argent, vous n'aviez plus les piques-assiettes, et ensuite ils ont redressé les comptes de façon magistrale. Ils ont vendu le ranch, ils ont vendu les joyaux de Michael Jackson, qui sont ses catalogues de disques, et ensuite ils ont noué toute une série de contrats avec, par exemple dans le textile, avec Zara Hugo Boss, ils ont mis de la musique de Michael Jackson sur des pubs TV dans le monde entier, et ils ont signé des coproductions pour des shows Las Vegas, Londres, ou pour la grande exposition qui est en train de tourner en Europe. Est-ce que Michael Jackson sera aussi rentable qu'Elvis Presley, qu'on cite toujours comme l'artiste mort qui génère le plus d'argent ? Oui, et normalement, ça devrait être le cas. Moi, je suis étonnée simplement que l'estate ne rachète pas les objets ayant appartenu à Michael Jackson. Il s'en vend toutes les 3 heures sur eBay dans l'idée d'en faire un musée. Elvis a quand même son Graceland où tout le monde va. Et là, pour Michael Jackson, il n'y a rien. Je trouve ça un petit peu dommage. Merci beaucoup Léna Luto pour cet entretien. On vous retrouve dans quelques minutes pour les questions aux internautes. Aimez-vous encore écouter Michael Jackson ? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui sur Twitter. #Figaro Live, #les décrypteurs. Répondez-y dès maintenant et on verra ce que vous pensez en fait de Michael Jackson et si vous l'écoutez toujours. Bonjour Richard Lecoq. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes fan de la première heure de Michael Jackson et spécialiste de l'artiste. À ce titre, vous êtes auteur de Michael Jackson, La Totale. Co-auteur, je vais le dire après, co-auteur avec François Allard, d'un ouvrage qui compile 263 chansons et 41 clips. Des hommages importants sont-ils prévus pour ce 10e anniversaire de la mort de Michael Jackson par les fans ? Oui, alors il y a pas mal de choses qui sont organisées par des fans à travers le monde. On a vu des cérémonies en Chine, en Italie. Des choses qui étaient prévues depuis pas mal de mois et qui ont lieu. Du côté officiel de l'estate, ceux qui gèrent l'héritage de Jackson, ils ont toujours communiqué sur le fait qu'ils ne veulent pas célébrer la date de sa disparition. Donc en fait, tous ces réseaux de fans font un peu comme ils peuvent et portent des projets à bout de bras, d'ailleurs de façon que je trouve très courageuse, pour rendre hommage à l'artiste. Comment vous expliquez que la mobilisation des fans, justement, elle n'ait jamais failli, même dans les moments les pires vécus par Michael Jackson en 2005 lors de son procès pour pédophilie et plus récemment avec la diffusion du documentaire Living Neverland. À chaque fois, les accusations portent sur des actes de pédophilie. Comment vous expliquez que les fans soient toujours là ? Ils sont toujours là parce que en fait, c'est un public qui est très éduqué, qui recherche constamment, qui s'informe beaucoup. Et en fait, en gros, s'ils sont restés fans, c'est parce qu'ils ont compris que ces accusations ont beaucoup reposé sur des questions de tentatives d'extorsion ou autres. Et que, en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'en 2005, il y a eu un procès qui a été innocenté. Moi, je me rappelle très bien du 13 juin 2005, le jour donc du verdict, où les médias partout, avaient un peu du mal surtout même en France, ça, je me rappelle très bien, avaient du mal à dire, merde, il est innocenté, comment ça se fait ? Très surpris. Alors qu'en fait, on a même vu des journalistes américains, qui ne sont pas les meilleurs, qui ont assisté au procès et qui, à un moment donné, se sont dit « Ah non, mais en fait, cette histoire, elle est quand même assez bidon. » Et donc, il y en a deux, donc je parlerai de Linda Dutch et de Aphrodite Jones, qui ont toutes les deux, en tout cas, et aussi Geraldo Rivera, il y en a plusieurs, en fait, finalement,
qui ont compris que cette histoire était assez bizarre, quoi. Donc Mais- après, le schéma est installé. Après, on le duplique avec des gens qui, 30 ans après, ah bah tiens, finalement, j'ai été abusé. Mais les faits qui ont été reprochés à Michael Jackson étaient souvent extrêmement précis. Il y a Bien des sûr. objets, Ah oui. des preuves qui ont été retrouvées dans son Non, ranch il y a pas de Neverland, preuves. des magazines pornographiques. On sait qu'il a fait Hétérocycle, boire, oui. Mais fait pas de boire preuves. Ça, vous pouvez pas dire de ça, pas l'alcool de preuves. à des Non. enfants. Jusqu'à présent, on est d'accord, Michael Jackson a été reconnu non coupable. Est-ce qu'il est pour autant innocent? Ah, mais c'est Qu'est-ce vrai. qui vous fait dire aujourd'hui, et qu'est-ce qui fait dire aux fans aujourd'hui qu'il n'est pas coupable des faits qui lui sont reprochés? Ce qui est là, c'est que vous remettez en cause des enquêtes du FBI, de la police, des enquêtes des services de l'enfance, Non, qui ce que n'ont j'aimerais rien savoir, trouvé. c'est du côté des fans, qu'est-ce qui vous motive à Parce qu'on a lu, on a suivi penser le que Michael procès. Jackson est On a eu- innocent à 100%? On a eu accès aux transcriptions, on a suivi les affaires, on a aussi, moi, à mon titre perso, à titre personnel, je sais côtoyer beaucoup de gens de son entourage, j'ai pas mal enquêté. Oui. Là, j'étais consultant sur un documentaire qui est passé il y a peu de temps sur TMC, où justement, on a fait, nous, une autre enquête que ce qui a été servi par... Bon, alors, Elena trouve que c'était un bon documentaire, Living Neverland. On peut parler du montage et des prises de raccord et puis des Il a été erreurs. reproché au documentaire d'être à charge uniquement et de Bah, pas surtout, avoir le il y a contrepoint beaucoup d'erreurs. de Parce la que quand partie vous dites, adverse, oui. quand la Mais- personne dit avoir été abusée dans une gare qui n'était pas construite, Oui. alors, et c'est vrai qu'il y a un vrai fait qui s'est produit, l'effet MeToo que Dan Reed voulait enclencher sur Jackson, c'est pas vérifié. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'à un Mais moment donné, vous, moi je suis Richard d'accord Lecoq, avec on peut en parler, mais Vous êtes un fan de la première Je suis heure de pas- Michael Jackson. Vous êtes un fan à je l'origine. pourrais dire- Oui, mais non, Oui, mais je sais oui, que vous êtes un oui, mais spécialiste c'est de facile, l'artiste, mais c'est un raccourci, vous n'avez ça. jamais eu de doute au sujet de Michael Jackson? Non. Jamais. parce qu'on savait qui était derrière ces histoires-là. Et on a suivi l'évolution. Après, effectivement, moi, je vais vous dire toujours en toute transparence, je n'ai pas du tout accepté et trouvé ça bien qu'ils payent, en tout cas que les assurances payent en 93. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a effectivement, indemnisé la personne qui portait des accusations La première contre lui voilà. à hauteur de 24 millions de dollars. le problème, c'est que ça, en fait, aux USA, bon, comme là-bas, tout est question d'argent, ben, c'est quelque chose que les avocats, dans leur esprit, envisagent plus facilement. Mais en termes d'image publique, surtout sur un artiste comme lui, qui est sur son plan de l'image, a quand même toujours été très discret sur sa vie privée, le fait de payer comme ça, en tout cas de penser que c'est lui qui a payé, alors en fait ce sont des assurances qui ont payé pour ça, pour qu'il puisse continuer ses tournées, ses albums, eh bien ça a ouvert la porte à d'autres affaires. Et moi à l'époque, j'en rappelle très bien, et j'ai 17-18 ans, je me suis dit, voilà mon Dieu, un jour ça va se reproduire cette histoire-là. Et 10 ans après, pratiquement jour pour jour, Oui. ça s'est reproduit. Là pour le coup, il est allé au procès, lui-même a déclaré, j'aurais pas dû payer à l'époque, maintenant je vais au bout du procès. Il a eu ce procès. Ce procès a eu lieu. Donc, que les médias après c'est ce juste genre de que démarche. je me fais l'avocat du diable. Hein. Je Vous me mets avez juste raison, dans la peau des gens qui ont suivi on les est là pour médias. ça, on est là Donc, pour ça. vous comprenez que les gens puissent s'étonner qu'au vu des faits et des accusations qui ont Alors, été qui sont portées, les gens? des gens comme moi, des gens comme D'accord. le public Donc, qui les écoute médias. Michael Jackson, qui avons plaisir à écouter Michael fait, Jackson, mais qui ont quelque part comprends. un doute. Moi, Et je vais vous donc, dire on une ne chose. comprend pas que les fans soient aussi Je radicaux comprends. dans l'innocence de l'artiste. Voilà. En fait, cette histoire-là, de Living Neverland, pour moi, ce que ça a créé, ça a juste amplifié l'écart entre les médias et le public. Parce qu'on voit qu'en streaming ou en vente de disques, ça n'a pas fléchi. Les hommages continuent. Bon, après, il y a une ou deux radios au Canada. Bonjour, on dit Et en Canadiens. Nouvelle-Zélande Ou en Nouvelle-Zélande. Donc, je pense que l'impact il est quand même assez minime. Et je pense que finalement, les gens finalement sont pas dupes non plus de tout ça. Et je pense qu'il faut aussi arrêter un petit peu de les polluer avec un discours anxiogène, que ce soit sur lui ou d'autres choses. Hein. On peut parler globalement de comment les médias gèrent l'info aujourd'hui. Mais on aime bien créer un truc spectaculaire parce que ça fait du buzz, quoi. Richard Lecoq, si Michael Jackson est déclaré coupable à titre posthume à la fin du procès qui doit avoir lieu pendant l'été, suite aux accusations de Wade Robson et James Shefchuk, comment réagiront les fans à ces Ils seront condamnations? très surpris et je pense de toute façon qu'on peut être déclaré coupable, on peut aussi faire appel. Alors justement par rapport à ça, il était innocenté en 2005 et la famille qui a été donc déboutée n'a pas jamais fait appel. Donc je ne sais pas. En tout cas nous on porte plainte. Alors là, ça je ne sais pas si vous le saviez. Porter plainte Contre les deux protagonistes du Donc Wade documentaire. Robson et James Shefchuk. Alors MJ Street et aussi On the Left, on a plusieurs associations parce qu'en France on a un droit qui interdit une loi qui interdit de diffamer la mémoire des morts. Et donc on s'appuie là-dessus pour porter plainte contre eux parce que le truc c'est que les médias ce n'est pas la justice. Les médias c'est pas un tribunal. Le tribunal c'est le tribunal. La justice, et les médias sont des choses des fois rigolotes. Donc nous, le 4 juillet, il y a une audience à Orléans qui est prévue, où effectivement, on leur demande des comptes, parce que c'est bien beau d'aller déverser des choses comme ça, et en plus, qui sur certains points ne tiennent pas la route. Maintenant, effectivement, il y a la voie de la justice, donc on verra. Donc nous, le 4 juillet, on sera à Orléans pour défendre ce cas-là. La musique de Michael Jackson, est-ce qu'elle est parvenue aujourd'hui, depuis son décès, à capter des nouveaux
des nouveaux fans, parmi les jeunes Ah en oui, alors particulier? oui, il y a un renouvellement. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est de voir des fois des gamins de 5-6 ans qui se mettent à écouter Jackson. Et souvent, la porte d'entrée se passe par l'image, pour le coup, qui en fait est une porte d'entrée après à un univers absolument incroyable, parce qu'on oublie que ces disques étaient extrêmement bien produits. Que, tout à l'heure, on parlait de l'impact de Quincy Jones sur sa carrière, mais on se rend compte que même sur ces démos, ces chansons que lui composait, le travail était déjà là à 80%, et que finalement Quincy l'a aidé à peaufiner beaucoup de choses, mais qu'il y avait un vrai talent de compositeurs, d'arrangeurs et autres. Et après, nous, il y a eu quelques projets, je pense à Escape, il y a 5 ans, qui est un album posthume et qui a drainé une nouvelle génération qu'on a vu arriver, qui ont, en plus, comme il y avait un duo virtuel avec Justin Timberlake, ça a pas mal marché. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse se poser la question également de l'intérêt d'entretenir l'image de Michael Jackson via des sites dédiés, via des magazines dédiés, alors que Michael Jackson est mort? Pour qui vous le faites? Et pourquoi entretenir un mythe, finalement, alors que c'est un peu derrière nous maintenant? On peut poser la question, en tout cas, pour beaucoup de gens. Hein. Vous avez vu, bon, je prends le cas de Jacques Brel, tout a été dilapidé. Vous êtes très actif, c'est pour ça que je vous pose la question. Ah oui, on est très actif. Oui, on est très actif. On fait parce qu'on est passionné, parce que nous, on veut transmettre. Parce que nous, on a vécu tout ça. Oui. On a vécu les sorties des albums, on a vécu les tournées, on a vécu tout ça. Et aujourd'hui, certains artistes se revendiquent de l'héritage de Jackson. Je pense à The Weeknd, pour moi, le meilleur exemple. Oui. Puis aussi après, des grosses arnaques comme Christine and the Queens, qui est comme encore. Ça, c'est votre avis. C'est mon avis. Évidemment que c'est mon avis. Mais je veux dire pas, c'est que nous, l'intérêt, c'est de valoriser, de transmettre. Et comme on voit qu'on a une demande de gens qui veulent en savoir plus sur lui, parce qu'ils comprennent que ce n'est pas que juste des images et de la musique qu'on entend comme ça à la radio, qu'il y a aussi beaucoup de choses derrière. Donc oui, on continue dans ce sens-là. Comment vous faites pour avoir des nouvelles informations aujourd'hui? Comment vous faites pour alimenter? Ça, c'est un travail de chercheur, comme dans toute discipline. Si vous vous mettez à écouter, je ne sais pas, des gens qui étudient Mozart ou des peintres, ou Charlie Chaplin, on trouve toujours quelque chose. La famille et l'entourage ne verrouillent pas les informations concernant l'artiste? Non, c'est pas... après, si vous voulez, je fais un petit peu un parallèle avec Elvis Presley, où il y avait la fameuse mafia de Memphis. Bon, si vous voulez, l'entourage de Jackson, c'est quand même très noyauté. Il y a des cercles, il y a des ententes, des mésententes, des alliances. Ça bouge beaucoup. La famille, je la trouve finalement assez absente sur l'héritage de leur frère ou leur fils, tout ça. Je pense que ça pourrait être un peu plus fort, mais c'est comme ça. Et après, effectivement, il y a des collaborateurs ou autres qui sont là aussi pour transmettre. Parce que moi, j'ai quand même rencontré pas mal. J'allais vous poser la question. Ouais. Vous avez rencontré Michael Jackson? Je parle des collaborateurs, là. Et vous avez rencontré la star également ou pas? Une fois, mais je n'ai pas envie trop de me pencher là-dessus. Et en fait, pour quelle raison, si ce n'est pas discret? D'accord. Et donc, il y avait notamment Vincent Patterson, son chorégraphe, qui, en fait, pour lui... il a fait beaucoup de choses. Il a bossé pour Madonna, il a fait Dance in the Dark ou autre, mais dans sa carrière, si vous voulez, Jackson, ça représente ce qu'il a fait de plus fort et ce qu'il a marqué et ce qui a changé sa vie, en fait, concrètement. Et il y a plein d'exemples comme ça. Il y en a plein. Je peux vous en parler de plein. Bruce Swedion, tout à l'heure, on parlait de lui, c'est pareil, Bruce Swedion. Et alors, tout à l'heure aussi, on parlait de Quincy Jones. Je pense que tous les deux se sont en fait accompagnés parce que Quincy voulait sortir du registre purement jazz pour élargir son répertoire. Et Jackson lui a apporté cette dimension plus mainstream. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça, en fait, qui est intéressant aussi. Merci beaucoup, Richard Lecoq, pour vos propos passionnés et précis. Je rappelle que donc, vous êtes spécialiste de l'artiste. On reviendra sur le titre de votre ouvrage tout à l'heure. On passe tout de suite à la seconde partie de l'émission et à vos questions. Aimez-vous encore écouter Michael Jackson? C'est la question qu'on vous posait aujourd'hui sur Twitter, #Figaro Live, #Les Décrypteurs. Eh bien, nous allons connaître les résultats de cette question. Bonjour Kylian Marquez, vous êtes journaliste des réseaux sociaux. Alors, qu'ont répondu les internautes? Eh bien, écoutez, c'est un oui à 73% et un 27% de non. Donc forcément, les gens aiment écouter encore Michael Jackson. Nous avons des questions directement. Oui, comment réagissent-ils aussi par rapport au contenu des propos de nos invités? Ils sont tristes. Il y a le mot légende qui revient souvent. Et c'est toujours une tristesse de reparler de lui et de ce qui. C'est plutôt les fans qui écrivent sur les réseaux sociaux du Figaro. On a Philippe qui nous demande. Qui fait la remarque que Jackson a été fabriqué comme un produit qui s'adresse à l'international. Il se demande ce qui reste actuellement de ces sociétés, en fait. C'est la première star planétaire, Jackson. C'est-à-dire que c'est l'artiste qui va toucher tout le monde à travers le monde, dans tous les pays. En plus, il va faire des tournées
partout, c'est-à-dire qu'il va aller dans des pays où peu d'artistes occidentaux vont. Aujourd'hui, on se rend compte que son héritage, bon, est géré comme il est géré par ses ayants droit. Moi, je trouve que la gestion n'est pas toujours heureuse, mais on voit que son image reste présente. Là, on l'a encore vu récemment au Japon, toute une campagne incroyable. Alors moi, là, je reviens d'Asie, et effectivement, là-bas, vous cherchez des disques de Michael Jackson chez les disquaires, vous n'en trouvez pas. Parce que les gens vous disent, non, dès qu'on en a, ça part. Il est toujours chez nous très populaire. On n'arrive pas en avant. C'est ce que disait Léna Luto sur la vente des disques et de la musique de Michael Jackson, qui n'a pas du tout été impactée, en tout cas pas dans des proportions qu'on attendait depuis les affaires qui le lient. Je me tourne vers vous, Isabelle Petitjean. Dans 10-20 ans, vous pensez que ce qu'on gardera de Michael Jackson, c'est sa carrière, c'est son œuvre artistique, et puis les affaires sont derrière? Certainement. Je voudrais juste revenir sur l'idée de la fabrication. L'artiste fabriqué, Michael Jackson n'est pas un artiste fabriqué, ce n'est pas un produit, contrairement à ce qui semble être dit. C'est un artiste qui sait fabriquer, qui avait ce potentiel. C'est un artiste, on ne pouvait pas faire sans. Et c'est bien ce qui a beaucoup embêté. C'est quelqu'un qui était quand même indépendant, c'est quelqu'un qui avait les capacités, le génie créatif, et c'est quelqu'un qui restait financièrement le plus possible indépendant. On ne pouvait pas l'enlever. Donc c'est un enfant qui a grandi, et effectivement son génie a prospéré grâce à Motown et à toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas un pantin, encore une fois, que l'on a projeté ici, qu'on a envoyé dans un département marketing. C'est d'ailleurs... Aujourd'hui, les artistes, pour devenir chanteurs, avant même de dessiner un répertoire, on les envoie au département images pour leur créer une image qui coïncide avec une tranche du public. Michael Jackson n'est jamais dépassé par un département images. Il est un des derniers à avoir géré son image lui-même, y compris sa musique. Donc ça, je tenais quand même à le préciser, parce qu'en tant que produit, ça me pique les oreilles. Et donc, concernant ce qu'on en dira dans 10 ou 20 ans, bien sûr, je pense que tous les parasites que l'on a actuellement, tous ces gens encore très intéressés, parce qu'on est quand même, encore une fois, beaucoup sur des polémiques, que ce soit des polémiques sociales, d'ailleurs, liées à l'image raciale, à l'image genrée, comme on aime en parler, au schéma de la famille monoparentale qu'on prône d'un côté, mais que l'on critique chez lui de l'autre. Quand toutes ces passions et autres extorsions de fonds seront passées, je pense qu'effectivement, on pourra enfin voir exactement ce qu'il y a sous l'iceberg un peu poussiéreux et parler de son art. Comme d'un Mozart, comme d'un Beethoven, qui ont eu aussi des vies agitées, et dont aujourd'hui tout le monde se moque strictement. Voilà. Donc il y a beaucoup plus à dire. Et j'ai l'impression que c'est peut-être un peu par fainéantise aujourd'hui que l'on va sur des informations faciles, si on peut appeler ça de l'information, en tout cas des choses spectaculaires qui impactent immédiatement le public, etc. Et je pense qu'on devrait travailler peut-être un peu plus à dire des choses intéressantes, parce que moi qui ai fait une thèse de 1200 pages sur lui, et je ne suis pas au bout, qui a écrit encore des livres, croyez-moi qu'il y a des choses bien plus instructives, qui riment avec travail, qui riment avec respect, qui riment avec idéalisme et avec des valeurs que la société prône. Et Michael Jackson, pour cela, devrait être loué plutôt que d'être traîné dans les caniveaux auxquels il n'appartient pas. Léna Luto, est-ce que vous voulez rebondir sur Isabelle Petitjean? Je ne suis pas du tout d'accord avec le terme extorsion de fonds, parce que là, on ne sait pas ce que demandent les deux accusateurs. Et donc, s'ils ne demandent pas d'argent, on ne peut pas parler d'extorsion de fonds. C'est trop rapide. Non, vous ne le savez pas? Bien sûr que si. Non, ils le demandaient dans le précédent procès. Mais là, on ne sait pas. C'est un appel qu'ils font. Ils avaient dit en 2017, ils ont été déboutés. Non, ce n'est pas un appel. C'est une nouvelle procédure contre des sociétés. Non, ils ont lancé un appel. Avec un compte au Caïman, donc, sur lesquels seront reversés les fonds qu'ils auront. On ne sait pas. Là, vous n'avez pas la bonne info. Parce qu'ils réclament des millions. Alors, moi, je veux dire aussi une chose, c'est qu'aujourd'hui, ça ne rapporte pas beaucoup de défendre Michael Jackson. Par contre, l'attaquer, ça motive des plaintes de plusieurs millions de dollars. Juste très rapidement, je reviens sur le côté artiste fabriqué ou pas. En fait, Jackson commence sa carrière chez Motown. Donc là, effectivement, il va être encadré par toute une équipe chez Motown, très forte, comme l'a été Diana Ross, Stevie Wonder ou autre, où il va apprendre les préceptes de ça. Mais après, il comprend que de ce cocon pseudo-familial, parce que c'est une grande famille Motown, il va s'en émanciper, et c'est là où il va avoir sa vision d'artiste et se dire, maintenant, je suis indépendant et je vais tracer ma route. Kylian. D'accord, continuons avec une question un peu plus légère, une question qui n'a peut-être pas encore sa réponse, mais c'est Khalil qui se demande qui pour succéder à Michael Jackson aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pensais à Bernard Ménez, mais non, j'écoute. Non, moi je pensais à The Weeknd, son plan vocal. C'est très dur parce que... The Weeknd, il est... Non, mais je dis ça très légèrement. Il s'inspire très largement de la façon de chanter de Michael Jackson, même dans la voix. Je dis ça légèrement, mais si vous voulez, aujourd'hui on est encore dans la gymnastique de se dire qui sera le nouveau Michael Jackson. On ne se dit pas qui sera le nouveau Freddie Mercury, qui sera le nouveau Sinatra, qui sera la nouvelle Marilyn. Donc en fait, ça montre aussi très bien l'impact qu'il a eu, parce que c'est comme un artiste qui a synthétisé beaucoup de talents en une seule personne.
et qui a été, d'ailleurs tu le disais à juste titre, le premier artiste multimédia un peu avant l'heure. Avec Jackson, c'est aussi MTV qui se lance, quoi. Donc MTV, c'est l'économie des clips, c'est une économie très différente du monde de la musique. L'argent de Thriller a permis de lancer des carrières comme celle de Shadé, Cyndi Lauper ou autres dans les années 80. Donc c'est ça en fait. Qui aujourd'hui peut représenter ça? Qui peut incarner ça? Moi. Non, mais il y a eu Mozart et puis il y a eu Beethoven. Il n'y a pas eu Mozart 2. Je veux dire, il n'y aura pas un deuxième Michael Jackson. Mais je crois qu'on ne peut pas tellement reprocher à Michael Jackson de ne pas être unique et de rester unique à bien sûr, aeternam. mais tous les artistes sont uniques et il y aura de très grands artistes, il y aura certainement de nouveaux génies et des géants de la musique, mais ils seront eux-mêmes. Michael Jackson est un individu, un être indépendant et voilà. Il a eu sa jeunesse, il a grandi à une époque particulière, les droits civiques, il est afro-américain dans une industrie racialisée, il a eu le génie qu'il a eu, etc. On ne peut pas faire de copier-coller. Donc je ne sais pas si la question en fait, a des visées lucratives et industrielles ou si c'est vraiment une nostalgie. Voilà. Dans les deux cas, on peut comprendre. Mais il y a et il y aura d'autres artistes, mais il faut arrêter de chercher un deuxième Michael Jackson. Et se trouve aussi un artiste qui donne beaucoup aux œuvres caritatives. Oui, ça c'est depuis le début de sa carrière, c'est un artiste qui a effectivement beaucoup œuvré pour le bien-être d'associations, le bien-être des enfants d'ailleurs de par le monde. Kylian Marquez. Eh bien, nous avons une question de Michael, pas Michael Jackson, mais qui aimerait connaître l'emplacement de sa tombe. Bon, malheureusement, on n'a pas cette réponse, mais il aimerait savoir pourquoi est-ce qu'il y a autant de secrets autour de l'emplacement de cette fameuse tombe de Michael Jackson. Je vous laisse répondre, Léna, peut-être que vous êtes au courant ou pas de l'emplacement du mausolée, parce que je crois qu'il y a des révélations qui ont été faites pas plus tard que ce matin par Europe 1. Oui. Et ils sont assez forts parce que moi, quand je suis allée la dernière fois à Los Angeles, je suis allée au cimetière et j'ai demandé au gardien, je voulais juste, voilà quoi. Et c'est vrai que c'était motus absolu et on peut comprendre, notamment la famille, vous n'avez pas envie d'avoir, j'imagine, un peu comme Johnny Hallyday à Saint-Barthélemy, peut-être que vous avez envie, après avoir exposé votre papa ou votre enfant a été exposé toute sa vie aux médias, peut-être qu'on peut le laisser enfin tranquille, oui. Je ne sais pas. Est-ce que alors, dites-nous où c'est où on peut donner quelques précisions et on reverra les internautes évidemment regarder sur le site d'Europe 1, on ne va pas tout déflorer, mais en tout cas c'est à Los Angeles. Oui. C'est à Forest Lawn, au mausolée. Moi, j'y suis allée. Oui. On sait exactement où il est. Il est dans la grande chapelle en haut du mausolée. Simplement, cette chapelle est fermée parce que dans un premier temps, elle a été ouverte. Il y a eu des dégradations. Donc, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de mystère sur l'emplacement où il a pu être enterré. Après, il y a toujours toutes ces histoires où on aime. Mais je crois que l'esthète est aussi là pour ça, pour entretenir ce côté mystérieux de Michael Jackson. On crée des vrais faux mystères. Je crois que les choses sont en réalité beaucoup plus simples que ça, mais ça fait partie du jeu. Michael Jackson est enterré, on peut tout à fait aller le voir. D'ailleurs, je crois qu'il y a 15 000 ou 18 000 roses qui sont déposées devant sa porte aujourd'hui et même chaque année. Voilà, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de mystère. C'est encore une fois un coup d'épée dans l'eau, mais bon. Donc c'était en tout cas, on peut préciser peut-être que le caveau est en marbre blanc, qu'il mesure environ 5 mètres de longueur sur 3 de large et 2 de haut. La chapelle de la Résurrection ou de la Sainte Famille, je ne sais plus. Voilà, il est dans une chapelle à lui tout seul. Il y a d'autres personnes en plus de lui. Hein. Il n'est pas seul. Kylian Marquez, est-ce que vous avez d'autres questions ou commentaires des internautes? Question. Alors, les internautes, c'est souvent roi, icône, légende. Et justement, Jacqueline, elle se demande que devient son univers artistique aujourd'hui, puisqu'il ne peut plus sortir de disque forcément, mais est-ce qu'un artiste reprend ses codes? Est-ce que reprend ses images? On l'a plutôt vu, on va peut-être s'attacher à voir ce que la famille de Michael Jackson, comment elle gère l'œuvre artistique de Michael Jackson. Il y a eu des albums qui sont sortis après le décès de Michael Jackson. Je vais vous demander, Léna, parce que j'ai vu que la famille, après le décès de Michael Jackson, voulait toucher les plus jeunes. Il voulait, dans le jeune public, trouver une manne financière, effectivement, pour prolonger la carrière artistique de Michael Jackson. Est-ce qu'ils y sont parvenus? Ah bah oui, il y a d'abord eu This Is It, qui était un film formidable, que tout le monde s'est acheté en DVD. Et puis aujourd'hui, dans les écoles, vous voyez bien que les tout-petits, ils adorent Michael Jackson, comme vous disiez, c'est l'univers visuel. Donc les générations se multiplient, se rajeunissent sans cesse. Après, quand j'ai parlé notamment à François Guérini, qui s'occupe d'un site qui s'appelle MJ, sur Internet, lui, il n'était pas très content des produits sortis par
l'estate. Donc il trouvait que sur certaines chansons, on ne reconnaissait pas la voix de Michael Jackson et il trouvait que des vidéos qui avaient été sorties, l'image était de mauvaise qualité et que sur un thème comme Halloween, les chansons ne correspondaient pas. Donc lui, il n'est pas content du tout du travail de la Fondation d'un point de vue artistique. On arrive à la fin de cette émission, je vais vous laisser la parole à tous les deux, l'un et l'autre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on garde de Michael Jackson définitivement et que le public garde de lui, indépendamment du fait qu'on est ultra fan ou pas? Isabelle Petitjean, peut-être la parole à Isabelle. Qu'on n'oublie pas que c'est un homme et qu'au-delà de cette carrière immense qu'il a eue, de la dimension un peu charismatique qu'il a toujours voulu apporter et du message qui a malheureusement souvent été occulté par tout un tas de divertissements. Mais je crois que le legs de Michael Jackson va bien au-delà de la musique et de la danse et que, bien, j'espère qu'on sera encore un petit peu là, mais je pense que ce seront les générations à venir qui pourront faire le travail pour le dévoiler. Richard Lecoq, très vite aussi un petit mot. Pareil, la même chose, je dirais l'artiste unique, la vision qui a fait que beaucoup de choses sont passées après lui. Il y aura un avant et un après Michael Jackson dans l'histoire de la musique. Et je dirais, pour terminer en PS, il a tenu 50 ans dans ce monde. Parce que, effectivement, vu le chemin de vie qu'il a porté, 50 ans, finalement, on se dit il aurait pu disparaître beaucoup plus tôt. Il a réussi à tenir comme ça. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été mes invités aujourd'hui. Merci Kylian Marquez pour les questions des internautes. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans quelques minutes, on retrouve le talk, l'invité d'aujourd'hui, et Marie-Claire Carrère-G des Républicains, elle est candidate à la mairie de Paris, conseillère de Paris. Et le talk est diffusé en direct dès midi pile. Je vais juste préciser qu'Isabelle Petitjean, vous êtes l'auteur de Michael Jackson, Il était une voix, sorti en avril 2017 aux éditions de La Tour. La culture pop au Panthéon des Beaux-Arts, édition L'Harmattan, sorti en mai 2015. Et pour vous, Richard Lecoq, je rappelle que Michael Jackson, la totale, 263 chansons et 41 clips expliqués, sortis en octobre 2018, coécrit avec François Allard et Léna Luto. Évidemment, on retrouve tous vos papiers dans le print du Figaro et sur lefigaro.fr. Merci à tous.